Bien, bonjour à toutes et à tous. Je suis Yann Gourvenec de Visionary Marketing et nous allons animer cette table ronde ensemble. Alors, je vais commencer par un tour de table. Peut-être avec Sylvie, je vous laisse vous présenter brièvement. Oui, bonjour. Sylvie Colombet, je suis la directrice marketing digital, marketing client pour le groupe Manutan. J'aurai peut-être l'occasion, ou peut-être je le fais tout de suite, d'introduire qui est Manutan. Oui. Donc Manutan, nous sommes spécialisés dans la distribution des équipements et fournitures pour les entreprises et collectivités. Et nous avons un modèle particulier, nous ne sommes pas une marketplace, nous avons une large offre et notre modèle est les forces du digital alliées à l'humain. Et on va pouvoir justement rebondir sur ça tout au long de, je pense, de cette table ronde. Merci Sylvie. Et Guillaume Chollet, donc de Kiss the Bride. Ça ne marche pas ou j'ai une voix qui ne porte pas beaucoup. Oui, je suis Guillaume Chollet, je suis le fondateur du groupe Loyalty Company. J'interviens aujourd'hui au titre de l'agence Kiss the Bride. Notre métier, en fait, en deux mots, c'est d'accompagner les entreprises sur tout ce qui est organisation, structuration et connaissance en fait, de leurs clients pour les aider à définir ou à mettre en place leur stratégie relationnelle ou leur stratégie commerciale. Et voilà, on fait ça à peu près depuis 20 ans auprès à la fois de grands groupes et aussi du middle market, en B2B et un peu en retail aussi. Voilà, en deux mots. Merci Guillaume. Et on va poursuivre avec Linda Elal de Nexens. Oui, bonjour. Donc, je suis directrice de la marque pour le groupe Nexens. Nexens, c'est un groupe industriel. On relie avec l'électricité par les câbles les éoliennes offshore au large des océans, jusque dans les continents. Quand on arrive dans les continents, on a des câbles pour distribuer l'énergie en fonction de la nature des bâtiments. Et ensuite, bien évidemment, on est à l'intérieur des bâtiments pour faire en sorte que lorsqu'on appuie sur un interrupteur, eh bien, il se passe quelque chose. Et on a des clients en direct et en indirect. Et je suis très contente de pouvoir en parler avec vous aujourd'hui. Merci Linda. Alors le sujet d'aujourd'hui, c'est dans une conjoncture incertaine. Ah bon, la conjoncture est incertaine, je n'avais pas remarqué. Les B2B leaders, c'est nous, explorent la piste du portefeuille client existant. Alors c'est un peu un marronnier du marketing. Faut-il développer son business ou travailler ses clients existants? Et alors, quand on a préparé cette conférence, et je vais commencer par vous, Linda, vous m'avez raconté une histoire très intéressante sur ce que vous avez fait, parce qu'on y dit tout le temps, c'est pas possible de vendre moins et de gagner plus, et vous avez fait exactement ça. Alors, je peux vous demander d'expliquer. Oui, absolument. Alors, on est dans 45 pays. La composante principale de ce que nous commercialisons, c'est le cuivre, puisque les câbles électriques, pour qu'ils puissent être conducteurs, eh bien, sont composés principalement de cuivre. Le cuivre est une matière première. On ne peut plus aujourd'hui ignorer la raréfaction des ressources qui arrivent. Et le cuivre fait partie de ces ressources stratégiques qui vont devoir être, ma foi, exploitées de manière plus vertueuse, plus intelligente. Et donc, à un moment donné, on ne va pas pouvoir servir tout le monde. Sauf que la demande en électricité explose, que ce soit dans les pays développés, on va avoir face à un renouvellement des infrastructures. Dans les pays en voie de développement, on a besoin d'électrification, d'électricité. Et donc, c'est posé à nous une question fondamentale, comment on fait ? Et donc, comment on fait ? Alors, bien évidemment, je ne suis pas à l'origine de cette stratégie. Tout le mérite revient à notre CEO qui a pris le contrôle de Nexens en 2018 et qui s'est dit on va appliquer la loi du 20-80. On va regarder notre portefeuille de clients et on va regarder quels sont les clients qui sont les plus contributeurs en termes de marge, mais aussi qui nous ressemblent, puisqu'on va aller dans une logique de recyclabilité, avec une économie circulaire qui va devoir faire partie de notre business model. Et donc, on va devoir engager ces clients à nous ramener les chutes de câbles, en tout cas à collaborer avec nous sur toute la chaîne de valeur de l'électrification. Et donc, je vous la fais simple, on est passé de 17 000 à 4 000 clients. Donc, quand on parle de se recentrer sur les clients existants, on l'a fait de manière assez radicale. C'est effectivement un exemple assez marquant. Alors, Guillaume, faut-il conquérir ou faut-il travailler sur ses clients existants ?
Alors c'est vrai que je vais avoir du mal à conseiller à mes clients de passer de 17 000 à 4 000. C'est pas de nos habitudes. Non, on considère effectivement que c'est bien deux métiers différents. Il faut absolument effectivement capitaliser sur son parc client, comme on dit. Et la conquête, elle se fait effectivement avant tout. Aujourd'hui, on parle de recentrage. Elle se fait avant tout, comme vient de le dire Linda, c'est sur son portefeuille client. Mais pour se recentrer sur son portefeuille client, il faut être capable d'organiser toute la connaissance et de bien connaître ses clients pour se dire est-ce qu'il y a une véritable du potentiel de développement chez ses clients, quels sont ceux qui véritablement sont profitables. Et donc, toute cette connaissance client, en fait, dans les entreprises, elle n'est pas toujours aussi évidente à trouver que ça. Et prendre des décisions comme ça a été pris ici ou auprès de nos clients, nous on dit tout le temps, attendez, il y a deux métiers. Il y a un métier qui consiste à aller chercher des clients, faire de la communication, etc. pour aller chercher des clients, mais il y a surtout un métier qui est comment j'optimise la relation que j'ai avec mes clients et comment j'optimise en fait la profitabilité que j'ai avec mes clients. C'est un vrai débat. Aujourd'hui, on parle de recentrage, mais aujourd'hui, la totalité des clients et des groupes pour lesquels nous travaillons est comment j'organise et je connais mes clients pour justement aller chercher de la profitabilité. Et on sait très rapidement qu'on va la trouver plus facilement que d'aller chercher un nouveau client. C'est pas en opposition, évidemment, c'est pas en opposition, mais c'est vraiment un métier différent. Puis il y a peut-être aussi des différences de secteur à secteur. Alors je ne sais Ouais. pas comment on fait Manutan, par exemple. Alors tout à fait, moi je rebondis sur ce que vient de dire en fait Guillaume. Choisir, nous pour Manutan, je fais de la conquête ou je fais de la fidélisation, c'est difficile. Nous on a plus d'1 million de clients sur les 17 pays. Et je dirais qu'en fonction de l'activité, nous on travaille sur les achats dits classés des entreprises, c'est-à-dire les achats non récurrents. Donc autant vous dire que sur les 1 million que représente notre parc client, on a ce qu'on appelle des one-shooters. C'est-à-dire que la décision de prendre un achat, ils arrivent tous, la plupart du temps, pour 80%, ils démarrent par un moteur de recherche, que ce soit Google ou chez Snam dans les pays de l'Est. Ils arrivent, si on fait bien notre boulot, ils arrivent chez nous, ils achètent, ils s'en vont, potentiellement, ils ne reviennent pas. Et vous avez dans certains pays où, justement, ce parc de nouveaux est extrêmement important. Donc dire, bien évidemment, il faut se recentrer, c'est-à-dire s'assurer qu'on a, en fait, le bon portefeuille client, on acquiert le bon client, donc toute l'importance de la définition du bon client, quelle est la bonne audience, comment je cible. Mais en fait, le vrai enjeu quand on est dans des situations de crise ou de difficulté, c'est le cas par exemple des pays de l'Est, on a un taux d'inflation en double chiffre, donc une concurrence exacerbée, en l'occurrence sur tout ce qui est sur la toile pour acquérir les clients, eh bien, à un moment donné, c'est de se dire où est-ce que je mets le plus le curseur ? Comment je gère mes investissements ? Je ne peux pas abandonner la conquête, mais comment je positionne mon curseur, comment sur en fait mon parc client actuel je vais accroître en fait la profondeur d'achat, et comment dans la conquête je dois continuer, puisque la conquête c'est mon client de demain, comment finalement je vais orienter vers le bon client. Et là on rejoint le deuxième point, qui est le bon client, c'est celui qui est en fait en phase, et c'est ce que disait Linda, avec qui nous sommes, ce que nous pouvons apporter à nos clients, en différenciation, en ce qui concerne Manutan, par exemple, avec une marketplace. Donc déjà, c'est de bien savoir en fait ce que nous pouvons apporter. Et après, c'est la connaissance des clients. Et on y reviendra, je crois, tout à l'heure. C'est aussi la compréhension des clients. Parce que connaissance, c'est pas suffisant. Parce que je peux très bien dire, bah, je connais mes clients, j'en ai 1 million, j'en ai tant en TPE, tant en grande entreprise, et tant d'écoles, tant de mairies. Ça, c'est de la connaissance. Et ils m'achètent ça. Mais c'est pas suffisant. Et je pense qu'on va revenir sur cette question qui est importante, connaissance et compréhension des clients. Excellente transition, parce que justement, effectivement, c'est le sujet de la question suivante, la connaissance client, puisque à l'origine de votre projet, Linda, il y a effectivement déjà bien comprendre qui sont les clients les plus profitables et comment on analyse cette donnée. Absolument, absolument. La connaissance client est fondamentale. Et puis, c'est aussi une stratégie à adopter, puisque quand on décide de se recentrer sur les clients, en tout cas chez Nexans, on parle de croissance en valeur plutôt qu'en volume. Et donc, travailler la valeur, c'est effectivement se rapprocher des besoins des clients, aller au-delà même de manière proactive, anticiper ce dont ils vont avoir besoin, dont ils n'ont peut-être pas conscience eux-mêmes. Et quand on parle notamment de cette chaîne de valeur de l'électrification, y a pas mal de points de contact à optimiser, pas mal de services à apporter. Et donc aujourd'hui, oui, connaître les clients, c'est savoir ce dont ils ont besoin, ce dont ils vont avoir besoin aussi dans une vision long terme pour pouvoir anticiper et puis être les premiers à pouvoir justement produire les services dont on va avoir besoin et bien évidemment exploiter la data pour ça, mais je pense qu'on va en parler avec... Alors, peut-être, vous pouvez peut-être rentrer un petit peu plus dans le détail pour nous expliquer comment ça s'est passé dans votre projet Le recentrage des 17 000 aux 4 000 ? Oui. Alors, le 20-80, le Pareto. Donc, quels sont les clients
qui dégage le plus de marge, à qui on vend le mieux. Ensuite, il y a eu la dimension environnementale, parce qu'on a un modèle de pilotage. Certains diront oui, c'est pas nouveau, hein, People, Planet, Profit. Alors chez nous, ça s'appelle environnement, économie, engagement. Donc, en dehors du 20-80 clients classique, on s'est dit quels sont les clients qu'on va devoir servir et qui sont au-delà d'une zone de chalandise, au-delà de laquelle on ne veut plus aller parce que c'est trop loin. Et qu'en termes de logistique, puisque quand on parle de câbles, on transporte des tonnes, et donc du coup, on a aussi un impact carbone en termes de transport. Donc au-delà de 800 km sur nos points de logistique, on ne sert plus certains clients. Et puis, il y a aussi la complexité liées au service de certains clients, liés à leur taux de profitabilité. On a parfois des clients qui sont trop complexes à servir parce que le projet est complexe, parce qu'il est trop spécifique, il ne correspond pas à la chaîne de production de telle ou telle usine dans la zone de chalandise en particulier. Et donc là aussi, on est allé bien dans une logique de chasse à la complexité pour aussi créer davantage d'engagement. Quand c'est compliqué, les équipes sont sous tension, il y a de multiples process qui viennent s'ajouter à des process existants. Donc on va parler également de coûts cachés qui vient également dégrader la performance. Et donc là aussi, on s'est dit, si c'est trop compliqué, si les équipes effectivement nous remontent des difficultés à servir tel ou tel client et qu'en bout de course, bah oui, on a servi le client, mais on a eu des impacts sur toute la chaîne de valeur, là aussi on arrête. Donc c'est un travail qui a été amorcé en 2018 et qui a commencé vraiment à porter ses fruits en 2020-2021. Donc c'est un travail de longue haleine autour d'un triptyque, donc l'environnement. Comment on fait pour minimiser notre impact carbone à la fois dans la manière dont on va produire nos produits, bien évidemment, mais aussi dans la manière dont on va servir nos clients, d'un point de vue notamment logistique. Économie, donc c'est le 20-80, quels sont les clients qui sont les plus rentables, effectivement, et qui nous ressemblent, et donc qui sont faciles à servir. Et puis engagement. Comment on va chasser la complexité pour créer davantage d'engagement au sein des équipes, les impliquer à simplifier tout le processus à la fois de commande, de production, de livraison et de relation avec le client. Et ce triptyque vertueux porte ses fruits puisqu'aujourd'hui, sur notre chaîne de valeur de l'électrification, donc sur ce que je vous ai démontré, des éoliennes offshore jusqu'à l'intérieur des bâtiments, on a une croissance de 12% de notre EBITDA alors qu'on est passé de 17 000 à 4 000 clients. Bien, merci Linda. Bon, on comprend un peu mieux comment ça fonctionne. Guillaume, comment améliorer cette connaissance client? Comment l'acquérir? Est-ce que ça commence par la force de vente ou est-ce que ça commence par le client lui-même? Non, je vais rebondir un peu sur ce que disait Linda. En fait, nous, quand on s'adresse à des clients, d'abord, il y a deux choses qui sont importantes. C'est est-ce qu'on a un flux direct avec notre client ou on n'a pas de flux direct avec notre client? Là, on a des cas où les gens ont un flux direct avec leurs clients. Donc nous, on part toujours effectivement du client et on part de ce qu'on appelle, nous, les fondamentaux de business. C'est-à-dire qu'il y a ce qui est conjoncturel et ce qui est structurel. Quand on voit une entreprise, nous, on dit, on va s'occuper de ce qui est fondamentalement votre métier. Qu'est-ce que vous voulez? Le plus de clients possible, vendre le plus de produits possible, le plus souvent possible et avec la meilleure profitabilité. Tout le reste n'est que des moyens d'y arriver. Donc, toutes les analyses que l'on fait du client partent sur ces éléments structurels. Je ne regarde pas s'il passe par Internet, je ne regarde pas s'il est livré, je ne regarde pas s'il est bien, je ne regarde pas si obligatoirement j'ai de la marge immédiatement, ce n'est pas ce que je regarde. La première chose que nous regardons, nous, c'est de regarder ce qui est le fondamental de l'entreprise et on analyse en fonction du fondamental de l'entreprise. Et là, on commence à regarder si les clients sont contributeurs à ce fondamental ou ne sont pas contributeurs à ce fondamental. Donc je vais prendre juste des exemples que je peux faire avec des L'Oréal ou autres. On va se dire, écoutez, un coiffeur doit acheter ce type de produit. On regarde quel est son métier, quelles sont ce qu'on appelle nous des unités de besoin marketing, quelles sont les unités de besoin marketing dont il a besoin pour faire correctement son métier et dont moi, stratégiquement, entreprise, j'ai décidé d'apporter une réponse. Et c'est là qu'on va articuler toute la connaissance client en se disant, est-ce que ce client est-il contributeur à ma stratégie ou n'est-il pas contributeur à ma stratégie? Et ça permet dans ces cas-là d'établir ce qu'on appelait une connaissance client. Et à partir du moment où on a cette connaissance client, là, on commence à appliquer la stratégie de l'entreprise. Et on se dit, tiens, ce client qui est globalement, on va faire simple, quelqu'un d'important, un VIP qui correspond complètement, il achète tous les produits régulièrement chez moi, il est là depuis longtemps, très bien. Pourquoi il est là? Pourquoi il est là? Et donc là, on commence à regarder les phénomènes exogènes qui ont expliqué ça. Alors on peut le questionner, mais on peut regarder aussi, ah tiens, c'est étonnant, il passe par Internet, ah c'est étonnant, il utilise plutôt ce type de produit. Et on part de l'inverse, c'est-à-dire on regarde ce qui est structurel, et après, à la structure, on va commencer à expliquer tous les phénomènes de l'entreprise. Tiens, j'ai fait des plans d'action, tiens, j'ai ce type de produit, tiens, dans la restauration, tiens, il utilise plutôt, ceux qui utilisent le bio sont plutôt proches de nous ou pas proches de nous. Puisque la finalité de notre entreprise, finalement,
c'est celle-ci. C'est je veux le maximum de clients, je veux que ces clients achètent l'ensemble des unités de besoin que j'ai décidé stratégiquement de lui apporter et qui correspondent à son métier. Point. C'est le seul truc le plus simple possible. Donc j'ai la transaction, je peux le faire. Et après, on va commencer à décliner ou à analyser des phénomènes de l'entreprise, les analyser, et là on va commencer à travailler sur la rentabilité, sur des choses comme ça. Alors, Mais c'est que du marketing au départ, c'est vraiment que du marketing, c'est de la segmentation dite structurelle. Alors vous dites obtenir un maximum de clients, mais on a vu là, ici, dans le cas de Nexence, justement, c'est que des fois, non, justement, on en prend moins. C'est un travail qui n'est pas simple à faire, ça. Alors c'est intéressant parce que si je m'étais trouvé dans ce cas-là, je n'ai pas le plaisir de travailler avec Linda, mais en fait, le détail, peut-être qu'ils ont fait comme ça, mais au départ, il n'y a pas d'a priori, il n'y a pas de jugement. Il y a sans doute des petits clients et ça des grands clients. La question qu'on peut se poser derrière, c'est est-ce que ces clients, si on les connaît bien, c'est là, si on travaille la connaissance, le phénomène qu'ils soient petits clients, c'est intéressant de savoir pourquoi, parce qu'ils sont peut-être potentiellement des très gros clients, ou effectivement, il y a des décisions un peu rudes à prendre en disant ces gens-là ne méritent... Alors, pour moi, tous les clients méritent de l'attention, mais ne méritent pas le même investissement pour cette attention. Donc là, on dit, bon, bah, ces gens-là, il faut qu'on s'en sépare, sans doute comme ça a été fait. Certains ont le courage de le faire. J'ai rarement vu, moi, en 20 ans, un client qui me dit, bon, alors ceux-là, on va les dégager. Ils le disent au départ des analyses. Ils disent, bon, alors ceux-là, les petits, vous savez ce qu'on va faire? Oh, on va gagner. Bon, le jour où il faut appuyer sur le bouton en disant, on leur dit au revoir, là, plus personne n'est dans la réunion, on dit, bah non, je ne suis pas là. Donc c'est assez difficile. Non, ce qui est intéressant, c'est de comprendre quel est le comportement, à partir du moment de la connaissance, ce que tu as dit tout à l'heure, c'est de dire, effectivement, quels sont les phénomènes exogènes qui expliquent ce phénomène-là. Et donc, dans ces cas-là, je peux corriger, tant mieux. Je ne peux pas corriger, eh ben, au revoir. C'est assez rare, mais on peut toujours trouver... On reviendra sur cette façon de se débarrasser des clients qui nous intéressent moins. Quand même, faut pas c'est un sujet délicat quand même pour le commercial. Il y a pas beaucoup d'entreprises qui veulent se débarrasser des clients. Quoique, il y a des clients qu'il faut parfois mieux ne pas avoir. Ça peut arriver. Vous savez, c'est toujours... Sylvie, quand on a parlé de fidélisation, on m'avait dit, oui, il y a la fidélisation à l'ancienne et il y a la fidélisation moderne. Alors, c'est quoi la fidélisation? Alors, je ne sais pas si on peut qualifier ça de fidélisation moderne, mais en fait, quand j'ai rejoint moi, le groupe Manutan, il y a à peine 6 ans, je venais d'un autre univers, hein, le B2B2C, dans FMCG, et je rejoignais pour la première fois un distributeur et dans le B2B. Et c'est vrai que la première chose qu'on m'a dit, c'est « Sylvie, il faut que tu mettes en place un programme de fidélisation avec des cadeaux, avec un truc à points. » Et je regardais, j'avoue, tous mes concurrents. Et tous continuent beaucoup avec t'achètes la chaise et le bureau, t'as une cafetière, t'achètes ça, t'as ci, t'as des clubs, t'as des points, t'as tout ça. Et ça fonctionne. D'ailleurs, je ne dis pas que ça ne fonctionne pas, c'est que ça fonctionne. Par contre, la législation évolue. Et comment on va faire les différences? On parle de profitabilité, avoir des stocks de cafetières et à gérer à la cafetière en même temps que vous gérez ça, eh bien, c'est complexe. Et moi qui venais d'un autre univers, je me suis dit, oula, en fait, est-ce que c'est pas plus pertinent de pouvoir fidéliser mon client si finalement ce que je vais lui apporter, c'est plus ce dont il a besoin et qui correspond à ma proposition de valeur. Et ma proposition de valeur, c'est pas de lui offrir... Alors, je ne critique pas si parmi vous, certains avaient des clubs de fidélité avec des points. Ça fonctionne, donc c'est très bien. Mais là, en réponse à qui nous sommes, nous, Manutan, la proposition était vraiment de dire, nous, notre modèle, c'est de dire on est là pour pouvoir accompagner les entreprises dans la rationalisation de leur achat de classé. Et c'est ce qui fait la différence avec une marketplace. Donc, par rapport à ça, l'importance de connaître, comprendre nos clients et venir avec des solutions. C'est-à-dire qu'on vend des produits, on est distributeur. Donc à la base, on vend des produits d'équipement, comme je vous l'ai dit, de fourniture. Mais on ne fait pas que vendre de produits. C'est-à-dire qu'on les accompagne. Et là encore, comme on sert aussi bien la start-up que la boîte du CAC 40, vous n'avez pas les mêmes besoins. Du côté de Manutan, nous n'allons pas offrir les mêmes propositions, les mêmes solutions, selon qui est notre client. Donc ça, c'est important. Donc si vous êtes une entreprise du CAC 40 ou une ETI ou une grande entreprise, voire une grande PME, en général, votre grande difficulté dans les achats de classe C, c'est qu'il y a plein de petits achats comme ça partout, vous ne savez pas, vous avez plein de sites et les gens achètent. Alors ça représente peanuts dans votre totalité de portefeuille d'achat, mais en fait c'est une multiplicité de factures, donc le TCO, c'est là où ça devient important. Donc nous, c'est ce qu'on vient proposer. On dit, on va vous aider à pouvoir avoir une vision de l'ensemble des achats au sein de votre entreprise. C'est ça qu'on apporte. Donc on se positionne en disant, et pour faire ça, on a mis en place une organisation. C'est-à-dire que face à un besoin particulier d'un client,
on y répond avec une organisation. On y répond également avec une application data, qui permet de donner la vision globale des achats de cette entreprise, qui permet de dire, il y a plusieurs axes de rationalisation. Un axe logistique, un axe de rassemblement des produits chez un seul et même fournisseur, un axe aussi, selon qui est typologie de l'entreprise, d'éco-responsabilité. Donc c'est en ça qu'on accompagne nos clients. En même temps, on sert de manière indirecte, PME, ETI, et là, le changement, la crise, qu'est-ce que ça a amené aussi? C'est une digitalisation du parcours d'achat. Et là, ce dont on se rend compte, c'est que pour qu'ils viennent et qu'ils choisissent un distributeur, c'est la facilité à trouver la solution, le produit qu'ils recherchent. Donc là, nous, on va se concentrer sur je facilite la recherche pour mon client, pour qu'il puisse rapidement trouver la solution, le produit. Donc voilà, et c'est en ça, si c'est simple chez nous, eh bien, il reviendra chez nous. Si c'est compliqué, il viendra une fois, si on a de la chance, ou si on a bien fait notre boulot, il vient, il achète, et la première commande est rentable, mais il ne reviendra peut-être pas. Donc voilà comment, en fait, la fidélisation se regarde de la compréhension, on rejoint toujours le même sujet, c'est je connais, je comprends les besoins de mes clients, je n'adapte pas en fait la même réponse en fonction. J'ai pas la même réponse, j'ai pas la même organisation en fonction de mes clients. Bien, merci pour ce témoignage, un témoignage intéressant. Et à chaque fois, c'est ce qui est frappant dans le marketing B2B, c'est qu'on parle toujours du marketing B2B comme quelque chose d'homogène, mais là, on voit finalement à chaque fois des cas entre nos coiffeurs, nos électriciens et finalement les entreprises qui viennent se fournir chez Manutan, de grosses disparités. C'est ce qui fait d'ailleurs la beauté de ce marketing B2B, c'est sa complexité, son intérêt. Alors, moi j'aimerais bien revenir, Linda, sur vos clients qui sont à plus de 800 km. Alors, le client qui est à 801 km, il doit vous faire la tête, là, il ne doit pas être content. Comment vous faites? Alors, bien évidemment qu'on croise les différents critères dont je vous ai parlé précédemment, donc le 800... Le kilomètre supplémentaire n'est pas celui qui nous permet de prendre la décision finale, mais c'est aussi stratégique, c'est-à-dire que demander à des clients qu'on ne veut plus servir de finalement pouvoir s'adresser à nos concurrents finalement, c'est aussi injecter chez nos concurrents du mauvais cholestérol, c'est-à-dire que si on a décidé de ne plus servir ses clients, c'est qu'il y a une raison. Comme on se le disait, on ne décide pas de se séparer des clients comme ça, de manière anodine. Et donc, pour nous, c'est une stratégie de permettre finalement d'orienter ces clients qui suscitent chez nous et de la complexité et qui ne sont pas en phase avec notre stratégie, notamment environnementale, et qui n'achètent pas finalement ce que nous proposons et la manière dont nous le proposons. Eh bien, c'est une manière d'aller envoyer de la complexité chez nos concurrents et, ma foi, de nous recentrer sur ce qui nous intéresse davantage. Bon, effectivement, donc ils sont contents, vos concurrents, ils vous remercient. Écoutez, je ne sais pas, l'avenir nous le dira. Quelque chose que vous voulez rajouter sur comment se débarrasser d'un client qui ne fait plus vraiment partie du bon segment? Ne comptez pas sur moi pour conseiller des clients. Non, par contre, il y a quelque chose, je réagis juste sur quelque chose qui est intéressant parce qu'on parle de la crise et on parle des phénomènes. Quand on parle de ces clients, là j'entends des distributeurs, on parle effectivement de ces clients. Mais ce sont aussi des clients d'industriels ou de marques. Et je pense que la distribution a un vrai rôle aujourd'hui en se disant, c'est peut-être mon client, mais il y a quelqu'un qui peut m'aider aussi à être très proche de mon client, c'est mon industriel. Et aujourd'hui, il y a un phénomène important qu'on appelle le partage de la donnée, pour parler correctement. On travaille beaucoup sur comment un distributeur peut mettre à disposition cette fameuse connaissance client auprès de l'industriel pour qu'à deux, on soit encore meilleur justement pour que ce client soit plus fidèle, plus profitable. Et on a toujours considéré l'industriel d'un côté qui, lui, n'a pas la chance d'avoir l'information en direct. C'est ce que j'appelle le flux indirect. Il dépend souvent d'un autre réseau de distribution et pour là, il n'a pas l'info. Il est souvent démuni, mais pourtant, il a des moyens, il connaît bien le marché. Et à côté, la distribution qui a cette information, elle est capable de bien connaître ses clients. Mais ce partage d'informations, pour moi, il est entaché si on n'est pas capable, à un moment donné, de dire, toi, industriel, viens m'aider à fidéliser mon client parce que toi, tu as de la marque, tu as une connaissance et moi, je connais le dernier kilomètre, etc. Et c'est un enjeu, le data sharing, qui aujourd'hui, chez beaucoup de clients, en tout cas nos clients, est un enjeu important pour la connaissance. C'est tout à fait vrai. D'ailleurs, en fait, chez Manutan, nous avons, en plus des indicateurs financiers classiques de toute entreprise, nous avons 4 autres indicateurs. Alors, notre baseline, nous, chez Manutan, c'est All You Need With Love. Et donc, on a le With Love Customer, le With Love Supplier
et le With Love Employee et les With Love Planet. Et derrière With Love Supplier, c'est exactement ça. C'est de dire qu'à un moment donné, c'est ce partage de données, c'est de s'assurer qu'on connaisse bien tout le parcours client, tout le parcours fournisseur, qu'on puisse donner satisfaction en fait aux deux, parce qu'en fait, très concrètement, le fournisseur a un rôle, quand on est distributeur, il a un rôle extrêmement important pour pouvoir satisfaire nos clients. Et donc, on partage en effet cette donnée. Ils connaissent aussi leurs clients, quoi. Du moins, ils ont des produits, donc pour pouvoir satisfaire le client. Et on a cette notion de partage de données. Et on fait de la même manière, quand je vous parlais de cette rationalisation de l'achat de classe C, avec nos clients. C'est-à-dire qu'en dehors du produit, on leur dit, ben voilà, on a des baromètres. Si vous êtes dans le secteur de l'aéronautique, on sait qu'en moyenne, il y a tant d'employés dans une entreprise, et donc le taux d'achat, la valeur de l'achat de classe C, c'est autour de temps, vu le nombre de collaborateurs. Et à partir de là, on fait leur analyse de données, et on leur dit, ben, par rapport à ça, voilà ce qu'on vous propose pour rationaliser. Donc il y a une démarche pas facile quand vous avez des commerciaux, parce que vous venez, vous leur dites, en fait, on va vous proposer à nos clients de faire des économies. Et quand on est commercial, il y a un changement aussi intéressant. Ça a un paradigme différent dans l'acte de vente, justement, avec les commerciaux. C'est une excellente conclusion. Merci Sylvie. On me fait signe que nous avons fini notre temps. Et merci pour cette table ronde qui était très riche. Merci. Merci à vous.